Bonsoir à tous et à toutes. Elle fut longtemps une fierté française, mais depuis quelques années, notre agriculture va de crise en crise et de polémique en polémique. Les médias, quand ils parlent d'abattage de troupeaux, de suicides, de pesticides, de réchauffement climatique et maintenant de prix de l'alimentation et de coûts d'énergie. Bref, on accuse les agriculteurs et les agricultrices de tous les maux et ils subissent toutes les pressions. Pour évoquer ce sujet passionnel, mais passionnant, nous avons choisi de prendre un peu de recul ce soir sur KTO avec Julien de Normandie. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été ministre de l'Agriculture et je suis heureux aussi d'accueillir Christiane Lambert. Bonsoir. Vous avez présidé la principale fédération du monde agricole, la FNSEA, et aujourd'hui, vous dirigez le lobby, je ne sais pas comme ça qu'il faut dire, le syndicat. Le syndicat, la fédération. La fédération. Des entreprises françaises de charcuterie traiteurs. Voilà, vous avez fait un pas de plus vers la transformation des produits agricoles. Julien de Normandie, vous avez publié ce très joli livre, Le chant du sol. Ce n'est pas fréquent de voir un ancien politique, un techno, comme ça qu'on dit, je crois, se lancer dans la fable, la fiction et la littérature. J'ai bien aimé, je dois dire, votre livre. Vous évoquez dans Le chant du sol, qui est paru donc au Seuil, la révolte du sol qui ne supporte plus tout ce qu'on lui fait subir. Alors, j'ai envie de dire, on reproche parfois aux politiques et aux technocrates d'être hors sol, mais vous défendez le sol. Qu'est-ce qui vous a amené à cette écriture ? Moi, je suis un passionné d'agriculture depuis longtemps. Je suis moi-même ingénieur agronome, spécialiste d'abord des forêts, et j'ai toujours été marqué au regard de mon expérience personnelle, au regard de mon expérience politique, par le manque de considération qu'on pouvait avoir vis-à-vis de ce personnage pourtant essentiel qui est le sol. Le sol, songez que dans notre société, on a eu l'habitude de le représenter en blanc sur toutes les cartes. Vous prenez une carte IGN, vous prenez une carte sur votre téléphone portable, les forêts sont en vert, le fleuve est en bleu, les maisons sont en noir, mais le sol est en blanc, la couleur du vide. Or, au moment où on se parle, le sol contient plus de vivant qu'il n'y en a à l'extérieur du sol. Le sol, dans une cuillère à soupe, juste une cuillère à soupe de sol, vous avez plus d'êtres vivants qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre. Mais le sol, il a une fonction incroyable. On dit souvent l'enfer est sous nos pieds, on enterre, on dit souvent que le sol est inerte, que le sol est un substrat. Le sol, en fait, c'est tout autre. Le sol, c'est celui qui donne cette promesse de transformation de la mort en vie, la transformation de la fleur automnale, la feuille automnale qui tombe en une feuille et une fleur printanière pleine de vie. Et ce sol, j'ai voulu lui donner une voix, lui donner une représentation, le personnaliser, juste parce que je considère que si on veut lui redonner ses lettres de noblesse, il faut d'abord expliquer qui il est et pouvoir le suivre. Alors j'ai choisi effectivement la littérature, la fiction. Je suis très heureux, j'ai incroyablement apprécié écrire ce conte. Et c'est un conte qui part d'une trinité sonore, un 22 septembre, ce triple coup qui annonce la grève du sol. Et comment alors un scientifique, M. Victor, un jeune agriculteur, M. Abel, une chef d'entreprise dans la promotion immobilière, un chef d'entreprise, lui, dans le textile, et une jeune enfant, vont réagir dans le même pas de temps face à cette situation. C'est un livre qui est aussi le fruit de votre double expérience de ministre, d'abord du logement, puis de l'agriculture. On sent au fil des pages, évidemment, cette expérience transparaître. Mais c'est aussi un livre qui peut paraître un peu, je dirais, réactionnaire, littéralement, parce que le modèle agricole dont on parle beaucoup, c'est les fermes urbaines, l'agriculture, justement, qui se coupe du sol, ou qui se couvre de panneaux solaires et qui cache son sol. Bref, en lisant votre livre, on comprend que le sol est révolté, mais on se demande si vous défendez un modèle utopique, en fait, ou l'agriculture du futur. Alors, plusieurs points. D'abord, je pense qu'il ne faut surtout pas opposer les modèles agricoles. Moi, il y a
un modèle agricole que j'affectionne particulièrement, Christiane Lambert le sait bien, mais ce n'est pas pour autant que je n'apprécie pas les autres modèles agricoles. Celui que j'apprécie particulièrement, c'est ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols. C'est une agriculture qui repose sur le non-labour, qui repose sur la rotation des cultures et qui repose sur ce qu'on appelle le couvert végétal, parce que le sol déteste être nu et le sol n'aime pas être labouré. On le voit, hein, faites l'expérience quand vous êtes sur une route départementale, il a plu la veille, à droite vous avez une flaque d'eau, à gauche vous n'avez pas de flaque d'eau dans les champs. Eh bien lorsqu'il n'y a pas de flaque d'eau, c'est que ce sol n'a pas été labouré et donc l'eau a pu s'infiltrer. En fait, le sol, c'est ça qui est absolument passionnant dans ce personnage, c'est qu'il est au centre de tout, je le disais, il est au centre de la vie, il est au centre du cycle de l'eau. C'est grâce au sol qu'on a des rivières et des sources. Ce vieux monsieur de 470 millions d'années, avant qu'il n'existe, avant que la vie soit sortie de la mer pour aller coloniser la roche primaire, aidée ensuite par ses meilleurs amis que sont les plantes et les mousses, créant ainsi l'humus. Avant que cet humus et donc ces strates de sol ne se créent, il n'y avait pas de rivière, il n'y avait pas de source sur notre Terre. Et puis c'est vrai aussi dans le cycle du réchauffement climatique. Il y a 2 fois plus de carbone enfoui dans le sol qu'il n'y a de carbone dans l'atmosphère. Et donc, par ce livre, je prône un modèle ou un autre, j'essaie surtout d'accompagner le lecteur par le truchement de ce conte, dans une réflexion en se disant, est-ce qu'au final, moi aussi, je considère le sol dans mes actions de tous les jours, que je sois consommateur, que je sois agriculteur, chef d'entreprise, travaillant dans le textile, dans le logement ou dans le monde économique, que je sois politique ou scientifique, est-ce que je considère le sol ? Et force est de constater que notre société a abandonné ce personnage, à la différence d'autres personnages. Et je pense que c'est folie que d'abandonner ce personnage. Et mon père littéraire, si je puis dire, celui qui m'a appris à écrire... Jean Giono ? Alors, il y a Jean Giono qui est mon modèle, qui a écrit une fable incroyable en 1953 qui s'appelle « L'homme qui plantait des arbres ». Et Jean Giono explique comment l'arbre est au centre de tout. Et moi, j'ai voulu m'inspirer beaucoup de cette fable de Jean Giono, première fable environnementale, mais à la différence de Giono qui focalise tout sur l'arbre, mettre en avant le sol. Alors, Christiane Lambert, quand j'ai lu le livre de Julien de Normandie et que j'ai pensé à notre émission, je me suis dit, elle ne va pas être très contente parce que finalement, vous avez fait un long cheminement personnel. Vous êtes parti d'une ferme familiale, petit élevage, pour, avec votre mari, avec un GAEC dans le Maine-et-Loire, vous tourner vers l'élevage porcin, c'est-à-dire exactement une agriculture hors sol. Pas du tout hors sol. D'abord un mot par rapport au livre de Julien de Normandie que j'ai lu et apprécié. C'est très habile. D'abord c'est très bien écrit, c'est très agréable à lire, c'est riche. Et au travers d'un roman, qui se lit comme un roman, beaucoup de messages extrêmement politiques, extrêmement techniques aussi, mais expliqués de façon très accessible à tout public. Et c'est une vraie chance et j'invite plein de gens à le lire parce qu'il y a derrière le sujet du sol la question de l'enrichissement du sol, l'humus, la polyculture élevage, l'agriculture de conservation, l'artificialisation des sols avec les villes, les routes, le béton, qui artificialise, qui imperméabilise le sol aussi, qui crée le ruissellement et donc l'appauvrissement. Bref, il y a tout ça et c'est très accessible. Alors pourquoi je vous dis non ? Parce que l'élevage de porc que nous avons aujourd'hui, il consomme pour 70% ce que nous produisons sur nos terres. Et nos terres sont fertilisées par les lisiers et les fumiers, issus de la paille, de la litière des animaux, pour fertiliser ces mêmes sols. Donc c'est le cercle vertueux de la polyculture élevage, qui est d'ailleurs cité dans le livre de Julien Normandie. Les régions qui ont abandonné l'élevage ont aujourd'hui des sols appauvris, ce n'est pas le cas du tout de notre élevage. Donc il y a une vraie connexion entre l'élevage, même l'élevage de porc, la grande majorité des éleveurs de porc ont également des sols. Et ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que entre la petite et la grande agriculture, moi je ne sais pas ce que c'est, dans le Maine-et-Loire on a des fermes de taille très modeste et on a beaucoup de polyculture élevage, on a aussi de la viticulture, une très grande diversité d'agriculture. Et j'aime beaucoup quand vous parlez des modèles agricoles, parce qu'il n'y a pas un modèle, il y a des modèles agricoles. Au pays des 1000 fromages, il y a 1000 modèles. A-t-on l'habitude de dire, entre l'agriculture de Savoie, du Gers, de Bretagne, des plaines céréalières d'Île-de-France, il y a une très très grande diversité et des réalités qu'il faut expliquer. Mais les agriculteurs
L'originalité du métier d'agriculteur, c'est que chacun, là où il se trouve, cherche les solutions qui correspondent à son milieu, à la topographie, les sols en pente ou les sols plats, les vallons du Gers ou d'ailleurs. Cette capacité d'adaptation des agriculteurs à trouver des solutions localement, là où c'était plus difficile, les agriculteurs ont aussi travaillé d'arrache-pied pour, par exemple, développer des signes officiels de qualité. On le voit avec les fromages de Savoie, de Montagne, d'Auvergne, des Pyrénées. Là où les sols étaient plus pauvres, les agriculteurs ont aussi diversifié. Et vous parliez tout à l'heure d'agrivoltaïsme et de panneaux photovoltaïques. Il y a aujourd'hui des innovations qui permettent d'avoir une combinaison entre ces panneaux photovoltaïques et l'élevage en dessous. On a eu ces débats lorsque vous étiez ministre d'ailleurs pour dire qu'il fallait une complémentarité entre l'installation de ces panneaux qui devaient avoir une fonction de protection et pour le sol en évitant les coups de chaleur sur la vigne qu'on a connu une certaine année avec du 42 degrés sur les vignes de l'Hérault de Jérôme d'Espée, on s'en rappelle, le coup de chalumeau comme on disait, ou pour protéger les brebis des excès de chaleur. Et je vois aujourd'hui beaucoup d'innovations, y compris du maïs cultivé sous des panneaux photovoltaïques, avec de l'irrigation raisonnée qui consomme 30 fois moins d'eau parce que les panneaux protègent. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance à l'innovation quand elle est raisonnée et réfléchie pour arriver à ces combinaisons. Produire de l'énergie, c'est aujourd'hui extrêmement important. On le voit, puisqu'on a quand même cette complexité de sortir du fossile et de trouver des énergies vertes. Le sol, c'est aussi de la biomasse renouvelable. Le sol produit chaque année. Quand j'écoute Julien de Normandie parler du sol, je transpose à comment les agriculteurs l'appréhendent. Et il n'y a rien de plus beau qu'un agriculteur qui fait son tour de plaine, qui prend une poignée de terre, on parle de terre plutôt que de sol, qui prend une poignée de terre dans la main, qui fait rouler la terre dans ses mains et qui regarde comment elle est compactée ou souple. Ça dépend aussi du climat beaucoup. La sécheresse superficielle que l'on vit en ce moment même en France fait que la terre est plus dure, on attend la pluie avec impatience. Et effectivement, l'agriculture de conservation, l'agriculture régénératrice, comme on l'appelle aujourd'hui, et qui se développe beaucoup, dans ma région notamment, portée par les coopératives, les chambres d'agriculture, sont des choses qui répondent aussi aux nouvelles problématiques. Donc, de tout temps, l'agriculture s'est adaptée, parfois avec un certain retard à certaines problématiques, mais moi, je fais confiance quand même aux agriculteurs et aux éveilleurs de conscience que sont des gens comme Julien de Normandie qui invitent à s'interroger sans accusation, mais avec beaucoup de pédagogie pour dire « attention ». À tel endroit, peut-être c'est allé un peu trop loin dans l'artificialisation ou dans la sous-considération du sol, de sa richesse et de son entretien. D'abord, je voudrais vous remercier, Christiane, pour vos mots à l'endroit de ce livre et rebondir sur, sur la question que vous avez posée à Christiane Lambert sur la taille de son exploitation. En fait, moi, il y a quelque chose qui me frappe et dans le débat, on le voit bien, c'est le fait qu'on n'associe jamais l'agriculture et l'agriculteur au sol et à la terre dont il prend soin, mais que ces agriculteurs cultivent. J'en veux pour preuve la relation que notre société a avec les éleveurs. Vous avez dit, vous êtes passé d'un modèle de petite exploitation à un modèle de grosse exploitation. Mais moi, en tant que ingénieur agronome et passionné du sol, c'est pas la taille de l'exploitation qui m'intéresse, c'est de savoir comment les animaux qui sont dans cette exploitation, ils vivent et ils sont nourris. D'où vient l'alimentation qui nourrit ces animaux? Et si j'ai une ferme, quelle que soit sa taille, qui est entourée, ici prairie permanente, ici de champs, avec une alimentation produite par ce même agriculteur, qui prend soin et qui respecte du sol et qui vient nourrir le cheptel, je trouve que c'est un modèle incroyablement vertueux. C'est un modèle magnifique, mais là vous décrivez presque un monde idéal. Il existe Mais il existe. Christiane Lambert vient de donner son exemple, mais vous savez, Christiane Lambert disait, nous, on est dans un cercle qui utilise le lisier de l'exploitation pour aller apporter l'engrais organique aux champs qui vont permettre de produire l'alimentation qui va venir nourrir les cochons. C'est ce que les agriculteurs ont toujours fait, de toute époque. Sauf que la réalité, c'est que moi, dans ma Normandie profonde, quand j'étais petit, eh bien, ça ne sentait pas bon. Ça ne sentait pas bon, parce qu'on épandait du lisier, on mettait de la matière organique. Aujourd'hui, dans la plupart de nos campagnes, ça sent très bon. Je peux vous dire que
Christian Lambert ou beaucoup d'autres agriculteurs, quand ils vont épandre du lisier issu d'élevage porcin, d'élevage de volailles ou même fermier, élevage laitier, par exemple, il y a beaucoup de voisins qui disent vous êtes sympa, mais moi je viens passer le week-end ici ou je ne sais quoi, ça ne sent pas bon. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est redonner cette relation au sol, lire les activités des uns et des autres en fonction de la façon qu'ils ont d'appréhender le sol, donne une clé de lecture et des enseignements qui sont tout autres que les considérations qu'on peut lire ici ou là. Alors, je vais illustrer ce que dit Julien de Normandie avec un exemple tout récent de la semaine dernière. Vous savez certainement que la ministre de l'Agriculture a lancé les conférences de la souveraineté alimentaire, faisant le constat que la France était en train de perdre sa production et qu'on n'arrive plus à satisfaire la demande croissante en œufs. Il y a des pénuries d'œufs à 6 heures le soir dans les magasins, en poulet de chair, parce que la consommation de poulet augmente pour diverses raisons. Et donc tout un travail est relancé pour dire qu'il faut produire des œufs et des poulets en France, sinon on importe d'ailleurs des produits qui ne respectent pas du tout les mêmes règles. Construire des poulaillers, ça veut dire avoir des bâtiments dans la campagne, épandre les fientes et les lisiers à l'extérieur. Et il y a des pétitions qui sont sorties la semaine dernière. Ce poulailler bouche la vue de ma maison et ça sent quand vous épandez vos déjections. Dilemme. Où est-ce qu'on va construire ces poulaillers? Où est-ce qu'on va construire ces porcheries dont on a besoin? Les chiffres sont terribles. On a aujourd'hui 36% de la production porcine, que je connais bien, qui est détenue par des agriculteurs de plus de 55 ans. Si on veut continuer à pouvoir manger des produits français, du jambon de Bayonne, du jambon, des saucisses de Morteau, de Montbéliard, etc., on veut produire en France. Et les agriculteurs veulent produire en France. Donc cette cohabitation entre les activités agricoles et la population, elle est compliquée. Alors comment on fait? Eh bien, je pense que, comme Julien de Normandie sait très bien le faire, il faut dialoguer, il faut expliquer. Et comme vous aussi, avec votre petite pied-à-terre dans le Gers, vous êtes aussi quelqu'un qui est un passeur d'idées. Et la cohérence, c'est de dire, si on veut produire en France, il faut avoir des entreprises en France, des exploitations agricoles, des industries, des abattoirs qui transforment. Je pense que c'est aussi le bien vivre ensemble qui est sollicité. C'est aussi pour ça que, ayant la responsabilité d'un groupe de travail, j'ai rencontré la présidente des régions de France, des maires de France, le président des maires de France, le président des départements de France, en disant « c'est vous, élus politiques, qui devez nous aider ». Et moi, ce que je constate quand je discute avec des agriculteurs, c'est d'abord qu'il y a effectivement plein de modèles agricoles, mais qui ont eux aussi du mal à se comprendre entre eux. Aujourd'hui, c'est très, vous le savez mieux que moi, c'est très fracturé, très idéologisé. Et puis, vous l'avez un peu évoqué, la fracture, vous l'avez évoqué aussi, entre le monde urbain qui se fait une certaine idée de l'agriculture, assez hostile à l'élevage de plus en plus, et puis la réalité du monde agricole. Comment on fait pour Mais résoudre le monde agricole a changé beaucoup plus vite que la vision que certains entretiennent du monde agricole. Parce qu'il y a beaucoup de militantisme derrière tout ça. Les Français aiment les agriculteurs, tous les sondages le montrent. Par contre, les militants qui militent pour une certaine idée de l'agriculture, en disant un autre modèle est possible, il faut revenir à l'agriculture d'antan, ou alors il faut être plus respectueux, produire moins dans une société qui consomme plus. C'est importer davantage. Est-ce qu'on veut importer davantage de viande brésilienne, de poulet ukrainien, de noisettes turques qui seront traitées avec des produits qui sont interdits chez nous? C'est toute cette question qu'il faut poser. C'est la même question. Certains vous diront consommons moins de viande, notamment. Oui, mais consommer moins de viande, ce n'est pas la solution non plus. Quand on sait aujourd'hui, et beaucoup de nutritionnistes s'expriment aujourd'hui en disant « attention, vous êtes en train de construire un modèle qui ne sera pas bon pour la santé des nourrissons, des enfants, des adolescents qui ont besoin de protéines pour se construire. Le fer héminique, le zinc... Là, on sent la lobbyiste du monde de la charcuterie. C'est votre engagement. Si vous voulez l'appeler comme ça, ce n'est pas un gros mot d'être lobbyiste, c'est simplement écouter aussi les nutritionnistes auxquels je fais appel, des scientifiques qui s'expriment en disant « attention ». Peut-être va-t-on trop loin en disant la seule solution, c'est de supprimer l'élevage. C'est quand j'étais présidente européenne, j'ai eu affaire à des lobbyistes qui disaient il faut réduire de 15% l'élevage. C'est mauvais pour le sol de réduire de 15% l'élevage. Qu'est-ce qu'on va faire des prairies d'Abel dans le Cantal? Qu'est-ce qu'on va faire des zones humides du Maine-et-Loire qui reçoivent l'eau en excès l'hiver? C'est des prairies humides qui sont inondées
ce sont des bovins et des ovins qui les pâturent. Donc, moi, je sors des clichés, je sors de ces oppositions stériles entretenues, mais pour ça, il faut dialoguer, il faut expliquer. C'est complexe. Et notre société de communication, qui n'aime pas le complexe, qui n'aime que les punchlines, complexifie cette relation entre l'agriculture et la société. C'est pour ça qu'il faut des temps d'échange posés pour pouvoir en parler. En tout cas, il y a un message qu'on peut faire passer et sur lequel tout le monde peut se retrouver, quelles que soient les considérations. C'est que dans l'extrême majorité, il faut, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue nutritionnel, il faut consommer français et consommer les productions autour de chez vous. Et pourquoi je dis ça ? Parce que le débat sur la viande est très intéressant. Consommer français, c'est bien, mais c'est cher. Oui, mais alors je vais y revenir. Mais le débat sur la viande est très intéressant. Moi, quand j'étais ministre, et j'ai toujours assumé, je le redis aujourd'hui, je disais évidemment qu'on est une société où du fait de plein d'éléments, de plein de défis, notamment celui du changement climatique, au regard des évolutions démographiques, on devra consommer moins de viande, mais mieux de viande. Et quand je dis ça, c'est frappant parce qu'on a cru, à un moment donné, Christian Lambert y faisait référence, qu'en réduisant le nombre de nos élevages, on allait réduire la consommation de viande des Français. Il s'est produit strictement l'inverse. Des éleveurs ont arrêté de travailler et la consommation de viande a soit stagné, soit augmenté légèrement. Et c'était quoi comme viande ? C'était de la viande qui vient d'Amérique du Sud, qui vient d'Europe de l'Est, qui vient d'Asie du Sud. C'est une histoire que Christian Lambert connaît, mais moi je suis un anti-poulet brésilien primaire, mais vraiment primaire. J'ai eu la chance d'habiter en Égypte pendant 2 années. J'avais l'aîné de mes 4 enfants qui étaient alors toutes jeunes. Et à 1 an, elle tombe malade, je vais chez le pédiatre et le pédiatre égyptien me demande de lui donner des antibiotiques. Je rentre chez moi et je demande à la nounou de ma fille où est-ce que je peux acheter des antibiotiques au Caire. Et là, la nounou de ma fille me répond « mais allez au supermarché ». Je dis, mais pourquoi aller au supermarché ? Et en fait, elle me disait, votre fille n'a pas besoin d'antibiotiques, elle a besoin de poulet. Et c'était du poulet brésilien où vous aviez amoxicilline et protéines au même moment. 50% du poulet consommé en Europe est du poulet qui vient de ces zones où vous avez le droit de mettre des antibiotiques de croissance. Et pourquoi on met plein d'antibiotiques ? Parce qu'on a des élevages qui font en moyenne en France, sous le contrôle de Christian Lambert, c'est 40 à 50 000 volailles dans les exploitations. 40 000. En Amérique du Sud, vous avez des élevages à 2 millions, 3 millions, 4 millions, et donc vous les bourrez d'antibiotiques. Et ce qui est vrai sur de l'élevage de volailles, l'est tout autant sur d'autres productions. Et donc moi, là où je dis, il faut qu'on se rassemble. C'est plutôt que toujours de se flageller, toujours de se dire, chez nous, c'est pas bien. Déjà, privilégions nos productions, et plus on protégera. Et c'est ça, je m'arrêterai là, mais plus on protégera nos agriculteurs en leur disant on vous fait confiance, on vous accompagne, on est exigeant vis-à-vis de vous, mais plus on les protégera, mieux on arrivera à faire en sorte qu'ils accélèrent les transitions. Alors, très bien, je vous suis très volontiers, mais en vous écoutant, je me disais quand même, vous avez été, je ne vais pas parler peut-être de votre parcours personnel, mais vous avez été parmi ceux qui ont porté Emmanuel Macron au pouvoir avec une logique, je dirais, globaliste, en fait, assez, voilà, pour les marchés. Libérale. Hein, c'était plutôt la philosophie de ce mouvement En Marche. Aujourd'hui, on vous entend comme quelqu'un qui est plutôt protectionniste. Vous dites qu'il faut faire attention aux poulets brésiliens, etc. C'est comme ça qu'on peut le percevoir. Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? Parce qu'on veut défendre un modèle français exportateur, ça reste un enjeu de souveraineté économique aussi, mais on veut protéger l'agriculture française. Et ça ne marche pas comme ça. Je vous retourne le point. Ça ne vous aura pas échappé que cette pensée politique qu'est le macronisme, elle n'est pas soit libérale, soit protectrice. C'est le fameux « en même temps ». Et ce « en même temps », c'est-à-dire, moi je suis un profond libéral, mais oui, j'assume de dire qu'il faut un protectionnisme européen sur notre secteur agroalimentaire
qu'il soit agricole ou industriel, parce que si on n'a pas ce protectionnisme, on n'arrivera pas à accélérer les transitions. Pour moi, c'est protéger pour accélérer. Et pourquoi je dis ça? Parce que je suis pour la réciprocité dans les accords internationaux. C'est ça qui est très intéressant. On dit, moi par exemple, je suis pour les accords de libre-échange, mais je suis un fervent opposant aux fameux accords du Mercosur. Fervent opposant. Pourquoi? Parce que les accords de libre-échange... Vous l'avez toujours été? Toujours. En tant qu'anti-poulet brésilien primaire, je peux vous dire que j'ai toujours été un anti-Mercosur. Mais pour autant, je suis pour le libre-échange. Je dis juste que notre système commercial international réside et repose sur des théories du XVIIIe et du XIXe siècle, qui est la fameuse théorie des avantages comparatifs, où vous avez des pays qui tirent leurs avantages de la destruction de l'environnement. Ces accords, ils font sens, non pas dans ce qu'on appelle les barrières tarifaires, les droits de douane, mais en ce qu'ils arrivent à mettre des règles du jeu en commun sur un certain nombre de normes, dont les normes environnementales ou les normes sociales. C'est de mettre des règles du jeu en commun, ce que ne fait pas le Mercosur, ce que font d'autres accords de libre-échange. Et souvent, quand Christiane Lambert avait les responsabilités européennes, il s'avère que j'étais ministre, on s'est battus comme des diables ensemble sur ces fameuses clause miroir, c'est-à-dire cette réciprocité. Et on nous disait au début... On va entendre Christiane Lambert qui a envie de... Mais on nous disait au début, vous n'y arriverez jamais. On a eu des succès. Il faut se battre sur ces sujets. Qu'est-ce que vous avez eu comme succès? Donnez-nous de mettre en place les clauses miroirs. Avant que nous ayons ces responsabilités, personne n'en parlait. Personne. Aujourd'hui, on peut même, ici, vous parler des clauses miroirs. Vous savez ce que c'est? À l'époque, personne n'en parlait. Aujourd'hui, au niveau européen, on a réussi à pousser pour mettre des premières clauses miroirs. Alors, clauses miroirs, on va expliquer très simplement. En gros, c'est de dire ce que, secteur par secteur, donc là, nous, notre combat avait été notamment sur le fameux poulet brésilien, mais aussi sur d'autres types de production, secteur par secteur. La réciprocité. Vous n'avez pas le droit d'importer un produit qui ne respecte pas nos normes environnementales en Europe. Ça paraît logique. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que vous nous questionnez en disant est-ce que vous avez été, est-ce que vous êtes... Regardez comment le monde a changé et les équilibres géopolitiques ont changé depuis 5-6 ans. 2019, nouvelle mandature von der Leyen, il n'y avait pas de conflit, donc c'était le Green Deal, verdissement, l'Europe va être un modèle, etc. 2020, l'économie mondiale se met à l'arrêt à cause du Covid. Plus d'avions, plus de bateaux, plus rien ne circule. Là, chaque pays se demande, est-ce que je vais pouvoir nourrir ma population? On revient à la pensée de De Gaulle qui disait, dans les années 60 ou après-guerre, il faut être capable de nourrir sa population. Et on parlait de souveraineté. Aujourd'hui, on reparle de souveraineté. Pourquoi on reparle de souveraineté? La souveraineté, c'est le contraire de la dépendance. Aujourd'hui, on voit bien que certains pays sont dépendants. Si Poutine a réussi à avoir des alliés à l'ONU sur un certain nombre de votes, des pays qui ont fait allégeance à Poutine, c'est parce qu'ils sont dépendants de la Russie pour leur alimentation, en blé notamment. Ils ont voté pour parce qu'ils avaient besoin du blé à 70% pour leur alimentation. En France, on s'est re-questionné par rapport à notre capacité. On manquait de masques, de paracétamol, de gants, on manquait de tout. Au plan médical, au plan alimentaire, il n'y a pas eu de rupture de chaîne alimentaire. Les Français n'ont pas souffert parce que l'agriculture était organisée en filières, des politiques régulées, la politique agricole commune qui a permis de produire, de développer, de structurer des filières. Certains agriculteurs disent même, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de pénurie, peut-être nous aurait-il considéré davantage. Et depuis 2020, on a reconsidéré la souveraineté, on en a parlé. Le ministère porte le nouveau nom de ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Aujourd'hui, de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire. Parce qu'il faut produire, il faut transformer en France et en Europe pour satisfaire les besoins des populations. Et ne pas être dépendant du Canada, des USA, qui voudraient nous alimenter en production. Et donc les politiques ont changé aussi dans les mots que l'on emploie. C'est pour ça que libéral ou pas libéral, à la limite, ça ne veut plus dire grand-chose. La réalité, c'est qu'il faut commercer, oui. Nous exportons du blé, nous exportons des produits laitiers, nous exportons certaines pièces de porc que les Français ne mangent pas. Vous ne mangez pas d'oreilles, de gras d'abat, de vessie, mais les Chinois et les Asiatiques les mangent, et c'est tant mieux parce que ça permet d'équilibrer nos productions. Et cette nouvelle réalité économique de la géopolitique, elle impacte. Et aujourd'hui, l'Union européenne est en train de revoir aussi sa politique agricole en disant il faut réguler davantage. Et d'ailleurs, les clauses miroirs et la réciprocité, dans l'accord signé du Mercosur, il y en a. Il n'y en avait pas auparavant, mais il y en a parce que la France a résisté longtemps. La France est le pays qui a résisté le plus longtemps sur la signature du Mercosur.
et qui a permis de mettre des clauses miroirs. C'est-à-dire si au bout de 4 mois, c'était 5 mois, si au bout de 3 mois, on constate qu'il y a des déséquilibres, il y a une intervention. Donc petit à petit, alors jamais assez vite, ça je l'entends, et peut-être de façon trop complexe pour que tout le monde puisse le comprendre, mais les choses changent aussi par la pugnacité des gens qui portent les messages. Et aujourd'hui, quand on veut reconstruire des bâtiments d'élevage de lait, de porc, de volaille, etc. en France, c'est justement pour ne pas importer du Brésil et d'ailleurs, ou des Philippines, ou d'ailleurs, ces produits, ou des crevettes, qui ne respectent pas du tout les mêmes règles. Donc il faut aussi que vous, observateurs, vous nous aidiez à faire passer ces messages-là, et pas toujours essayer la dichotomie entre deux modèles. Bien sûr qu'il faut échanger, mais avec des règles qu'il faut arbitrer aujourd'hui. L'Organisation mondiale du commerce est morte. Elle est morte. Aujourd'hui, c'est du bilatéral. Et sur le bilatéral, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a plus d'arbitre. Donc, c'est du donnant-donnant. Et il y a au-delà du personnage essentiel qui est le sol, parce que, encore une fois, d'ailleurs, dans le livre Le chant du sol, j'ai cette réflexion, enfin, le jeune agriculteur Abel, qui est l'un des personnages, a cette réflexion sur la capacité de lutter contre ces importations et comment faire. Mais il y a aujourd'hui une très grande inquiétude, en tout cas de ma part, sur la relation que nous pouvons avoir, nous, monde agricole, avec l'Europe. L'Europe a beaucoup déçu le monde agricole, et on le voit, fut un temps, cette Europe qui, dans ses premières politiques communes, le traité de Rome, dit l'agriculture doit être une politique commune parce que nous en avons besoin, parce que c'est sujet de souveraineté. Et le général de Gaulle, à la base, s'interroge et s'oppose à l'entrée des Britanniques dans l'Europe au motif de l'agriculture, en se disant, en fait, ils vont être le cheval de Troie des États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique qui, eux, juste avant, ont conceptualisé la géopolitique de la faim, puisque celui qui allait devenir quelques années après le vice-président des États-Unis disait la plus grande des servitudes que nous pouvons imposer à un peuple est celle de la faim. Et donc le général de Gaulle s'y oppose en disant on fait de l'Europe une puissance agricole. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'Europe, elle est critiquable. Je crois que j'ai jamais autant critiqué l'Europe. Mais je crois, et j'en suis persuadé, j'ai jamais autant aimé l'Europe. Et aujourd'hui, on voit qu'on critique... Les agriculteurs n'ont jamais autant critiqué. Ils l'ont toujours critiqué tout en bénéficiant. Exactement. Mais jusqu'à présent, on avait un attachement beaucoup plus à l'Europe. Et ce qui est dangereux, c'est de voir ce délitement de cet attachement à l'Europe. Parce que par rapport aux questions qu'on évoquait tout à l'heure, il ne faut pas se mentir, la puissance qu'on peut développer pour imposer nos modèles de production respectueux de l'environnement, du sol, de l'eau, de l'air, et de faire en sorte qu'on puisse accélérer ces transitions et assurer notre résilience. La seule force qu'on a, c'est le marché commun européen. Et ce marché commun européen, ça nécessite deux choses. D'abord, qu'on mette les mêmes règles au niveau européen, parce que Christiane Lambert, dans son exploitation agricole porcine, elle est en compétition avec les Espagnols qui ne respectent absolument pas les mêmes normes auxquelles est confronté Christiane Lambert et ses acolytes. Et le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a des normes communes au niveau européen, qu'on les impose aux autres avec ces fameuses clauses miroirs. Alors là, vous allez dire, mais que n'avez-vous fait quand vous étiez en fonction ? Vous faites les questions. Non, mais c'est parfait, c'est la question que j'allais vous poser. Mais la réalité, c'est qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça. Il faut convaincre les Allemands qui, eux, ont toujours privilégié la vente de machines à outils. Non, mais puis j'imagine que comme ministre, vous étiez placé devant des contradictions assez fortes. Il y a eu, par exemple, l'histoire des betteraves et de... Oui, mais en fait, il faut se battre. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il faut avoir la politique ou l'engagement, quel qu'il soit, c'est avoir une vision. Donc là, moi, elle est claire, protéger pour accélérer. Et après, il faut se battre, et il n'y a pas de petite victoire. Il faut se battre, et on ouvre des boîtes de Pandore, celle des clauses miroirs qu'on évoquait. Mais on ouvre la boîte de Pandore et on avance. Mais en revanche, il faut vraiment ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et ceux qui croient aujourd'hui que l'Europe n'est pas la solution, je pense, se trompent. Alors, vous évoquez les convictions. Du coup, j'ai envie de vous questionner un peu sur vos convictions. On est sur KTO. Vous suivez l'émission En débat. Nous parlons agriculture avec Christiane Lambert et Julien de Normandie. Vous êtes tous les deux avec des convictions fortes, des convictions catholiques, Christiane Lambert, qui ont nourri, je pense, votre parcours. Dans le monde agricole, les catholiques ont joué d'ailleurs un rôle
très important dans la modernisation de l'agriculture après la guerre, la jeunesse agricole. Mes deux parents étaient militants aux jeunesses agricoles chrétiennes. C'est d'ailleurs Monseigneur Marty qui les a mariés. Et donc ces convictions, ils les ont vécues dans l'action. C'est-à-dire que ce n'était pas une approche contemplative, c'était davantage un engagement. D'abord dans la famille, pour passer du temps et renoncer à certaines choses pour consacrer du temps aux enfants, s'engager à l'école, dans le groupement de vulgarisation. Et ça a déteint sur les enfants et la fratrie avec ce besoin d'engagement, le besoin d'être utile aux autres. Ma mère, très souvent, arrêtait de travailler. Quand quelqu'un venait la voir pour solliciter un service, elle passait beaucoup de temps à rendre service, puis après, elle pédalait vite pour rattraper son travail. C'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui, ce que mes enfants me reprochent d'ailleurs parfois. Ils me disent « Maman, t'es à côté Saint-Bernard ». Et l'envie d'être utile aux autres, c'est aussi se dire « J'ai la capacité de le faire, je peux le faire. Si je ne le fais pas, je ne réponds pas à mes convictions ». Et donc s'engager, c'est ça. Mais c'est aussi militer pour quelque chose que j'ai chevillé au corps, c'est-à-dire l'agriculture. J'ai été élevée au milieu des animaux. J'ai été élevée dans un monde d'élevage où il y a quand même une relation particulière de droits et devoirs vis-à-vis des animaux. On les élève, on les aime, on s'occupe d'eux, on ne les laisse jamais seuls. On les élève aussi pour la viande, pour le lait, etc. C'est cette relation que beaucoup ne comprennent plus aujourd'hui, mais qui est une réalité vécue quand on est éleveur. On les aime et on les envoie à l'abattoir. Certains nous disent « mais c'est pas sérieux ». Mais si, et c'est justement être capable d'expliquer tout ça. Et c'est parce que j'ai vu aussi l'incompréhension des métiers de l'agriculture, y compris quand j'étais écolière. On me disait voilà, tu parles que du boulot de tes parents, etc. Parce que c'était ma vie, mes convictions. Et le fait d'avoir été challengée de cette façon-là m'a donné envie comme un défi, de dire mais moi je vais l'expliquer parce que c'est un beau métier, parce que c'est un métier qui permet l'épanouissement. Vous savez, on parle souvent des critiques en direction de l'agriculture. Moi je connais plein d'agriculteurs qui sont très heureux, très épanouis dans leur métier, très malheureux des critiques qu'ils subissent. Ça les rend parfois un peu aigris, il faut faire attention parce que ça peut les rendre radicaux aussi. Et justement, ces gens qui souffrent, j'ai une amie qui me dit « je ne veux pas que mon mari regarde certaines émissions le soir à 20h30, sinon il ne dort pas ». Vous vous rendez compte comme c'est violent ? Et c'est pour ça que moi qui ai capacité, alors c'est la parabole des talents peut-être, je ne sais pas, qui ai capacité à le dire, à l'expliquer, à pédagogiquement l'expliquer, le faire comprendre dans un dialogue apaisé le plus possible, même si parfois il faut ronger son frein, Julien de Normandie le sait bien. J'ai eu dans certains débats des rapports assez violents avec des interlocuteurs qui étaient seulement critiques en direction de l'agriculture. Quand on parle d'agriculture intensive, qui est un gros reproche fait à l'agriculture, elle est intensive aussi en hommes et en travailleurs dans notre exploitation. Nous travaillons à 4. Certes, c'est un élevage de porcs, il y a du sol, il y a aujourd'hui 138 hectares, 240 truies, mais il y a 4 personnes qui travaillent sur l'exploitation et 4 revenus dégagés. Et donc, oui, on raisonne au centime près parce qu'il faut équilibrer les comptes, même les années où les cours du porc ne sont pas bons, même les années où le prix de l'aliment flambe. C'est un raisonnement de chef d'entreprise à pilotage humain, ce n'est plus la démocratie chrétienne aussi. Et je crois que ces mouvements-là, ce que portent les semaines sociales aussi, que je suis de près, bref, c'est cet engagement-là qui n'est pas souvent dit, pas suffisamment dit. Alors, moi, je ne le tartine pas tous les matins. Je le vis. Oui, mais on a la chance de pouvoir en parler ici sur KTO. Et c'est pour ça que j'ai plaisir à venir aussi. Ça vous a aidé non seulement à vous engager, mais aussi à tenir dans les moments très polémiques, très difficiles. Bien sûr, parce que quand il y a des débats extrêmement difficiles, il m'arrivait après un débat difficile de m'enfermer dans mon bureau et d'exploser en sanglots et de dire « mais purée, pourquoi c'est si difficile ?» Et donc, évidemment, l'introspection, la prière, la réflexion, la lecture sont des choses qui aident énormément. Et puis aussi, moi j'ai vu mes parents ramer beaucoup, ils ont vécu des situations plus difficiles que celles que moi j'ai vécues, ils ont toujours tenu et ils ont toujours été optimistes en disant « ça ira mieux demain, battons-nous, travaillons », le travail, l'obstination, mais il faut aussi des ressorts et du ressourcement, sinon on ne tient pas. Et c'est vrai que la pratique de la messe aussi, l'homélie du dimanche, alors là c'est cool, j'écoute, j'ai rien à faire, je ne peux pas être dérangée au téléphone, je me nourris, ça fait un bien fou. Vous ne la trouvez pas hors sol, l'homélie du dimanche ? Pas toujours. Pas toujours. mais attention, parce que parfois, je vois aussi des agriculteurs qui souffrent de certaines évolutions. Voilà, l'écologie intégrale mal expliquée, ça peut être blessant. J'ai eu un échange avec un évêque un jour sur un événement agricole qui m'avait dit « les agriculteurs s'éloignent aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi ». Je dis « regardez quand même, quoi, il faut des propos mesurés
Et certes, il faut écouter des aspirations, mais il faut regarder aussi la faisabilité concrète. Je crois que le propre des agriculteurs, qui sont des entrepreneurs du vivant, c'est d'aspirer à certaines évolutions, les transposer, les rendre compatibles avec le pilotage et le concret d'une exploitation. Quand la pluie vient complètement anéantir le travail du sol qu'on a fait la veille et qu'elle emmène toute la terre sur la route parce qu'on a labouré, c'est dramatique pour l'agriculteur en premier chef. Et la critique ou les jugements de gens extérieurs, mais qui n'ont pas... quand l'animal meurt alors qu'on a tout fait pour le sauver, c'est un échec. Et quand il y a en plus la critique qui vient de l'extérieur, c'est compliqué. Donc je pense que c'est le fait d'être au centre des injonctions et de la réalité fait que ça nous rend très humbles dans la capacité à faire mieux. Julien de Normandie, Abel, c'est l'agriculteur, l'éleveur de Salers qui est dans votre livre, Le chant du sol. Abel, c'est évidemment un prénom qui n'est pas choisi au hasard, c'est un prénom biblique. D'ailleurs, la Bible, puis l'Évangile, vous l'avez évoqué à travers, d'ailleurs, ne serait-ce que la parabole des talents, mais l'Évangile est source d'inspiration pour vous? Oui, moi je suis d'une... Enfin, je l'ai... Quand j'étais petit, je passais beaucoup de temps chez mes grands-parents en Normandie. Et ma grand-mère, aujourd'hui décédée, avait ce rituel de la prière du soir. Et donc je devais avoir 6-7 ans quand elle me disait, soir après soir, Dieu est cette force de la vie. Et soir après soir, en m'endormant, je lui disais, mais Mamoun, comme on l'appelait, je ne comprends pas. Et puis le rituel passant, les années passant, la même scène se répétait. Dieu est cette force de la vie, et je lui disais, je ne comprends toujours pas. Et un soir, ma grand-mère m'a emmené dans le cellier de cette longère normande où elle vivait avec mon grand-père, d'ailleurs lieu qui est repris dans Le chant du sol. Et on rentre dans cette cave, je m'en souviens comme si c'était hier, je dois avoir peut-être 8 ans, et on va dans le bac de pommes de terre, dans la cave de cette longère. Il y fait froid, c'est humide, il n'y a pas de rayon du soleil, et elle me dit, regarde cette pomme de terre qu'elle prend dans la main, et la pomme de terre avait germé, et elle me dit, c'est ça, cette force de la vie. Et c'est la première fois où j'ai compris ce qu'était la force de la vie. C'est-à-dire que dans un milieu complètement austère, où je me disais, mais petit, avec mes yeux d'enfant, sans comprendre ce qui s'y passait, en fait, il y a une force de la vie. Et c'est ça, cette force de la vie, que ma grand-mère appelle Dieu et que les évangiles m'apprennent. Et ça, c'est peut-être ma première compréhension majeure de ce que le catholicisme, la chrétienté allait m'apprendre ensuite. Et c'est vrai que dans le livre, pour moi, la vie, elle est au centre de tout, de l'engagement chrétien. Mais quand je parle beaucoup du sol, c'est parce que pour moi, la folie aujourd'hui de considérer le sol comme un être mort et inerte, alors que c'est justement le cycle de la vie. Et quand moi, je suis très touché par ce que dit Christiane Lambert en disant on aime nos animaux et pourtant on sait que ça va mal finir. Oui, il y a une relation très particulière, mais qui est une relation. On va les envoyer à l'abattoir. Et moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'à ne pas accepter la mort, on en vient à ne plus accepter la vie. Débat d'ailleurs très important dans le monde de l'élevage, parce qu'aujourd'hui, on nous explique qu'on pourrait faire de la viande cellulaire, de la viande en laboratoire. Moi, je pense que à ne pas accepter la mort, on n'accepte plus la vie. Et c'est vrai vis-à-vis de la vie, et c'est vrai aussi dans notre relation à la nature. Et j'en viens à votre question, pourquoi le jeune Abel ? Parce que, évidemment, dans ce livre de la Genèse, où il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour avoir le premier meurtre entre humains, Caïn qui tue son frère Abel, eh bien c'est pour moi ce livre de la Genèse une vraie interrogation. Et donc, le jeune Abel dans le livre Le chant du sol va dans lui aussi le cellier de la longère où il habite dans le Cantal, va récupérer la Bible de ses grands-parents, ouvre le livre de la Genèse et relit le passage de Caïn et Abel. Il le relit en non-croyant, c'est ce que vous avez glissé dans le Exactement, dans le il livre. le relit en non-croyant. Pourquoi cette précision ?
parce que je voulais qu'il ait vraiment un œil totalement neutre vis-à-vis de ce qu'il allait lire. Et pour moi, il y a un élément fondamental dans notre relation à la nature qui est la sédentarisation de l'homme, dont on parle peu en fait dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 ans, 12 000 ans, l'homme s'est sédentarisé et en fait son rapport à la nature a changé. Avant, on était chasseurs-cueilleurs, on allait vers la nature et aujourd'hui, on s'est sédentarisé et on cultive. Et je me suis toujours demandé si le livre de la Genèse et Caïn et Abel, qui est une figure de chrétienté, mais qui est la même figure évidemment dans le judaïsme, mais qui est aussi dans l'islam. Caïn et Abel, ce sont des figures qui existent dans les 3 principales religions monothéistes. Et je me suis toujours demandé, en fait, est-ce que cette lecture de Caïn et Abel n'est pas aussi une lecture de la relation de l'homme avec un grand H vis-à-vis de la nature et de cette dualité entre sédentarisation et nomadisme. Et j'ai posé la question à un évêque, je l'ai posé aussi à un jésuite. Il me disait, je vais avoir une réponse. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu cette réponse. Mais je pense Bible que est là pour nous poser poser des questions, pas forcément oui, pour nous apporter des réponses. Donc c'est bien. Enfin, quand je dis de réponse, en me disant, est-ce que... En tout cas, il n'avait pas vu cette lecture, ce qui est la beauté, effectivement, des textes, de pouvoir toujours se plonger et en faire de nouvelles. Mais pour moi, c'est une vraie interrogation. Je n'ai pas la réponse. Parce que ce que dit Julien de Normandie me donne envie de dérouler la pelote. Vous avez parlé de la sédentarisation. Et les populations se sont sédentarisées. Avant, chacun cultivait son alimentation. Le sol, c'est aussi la source de l'alimentation. Le sol, c'est les cultures, c'est le blé et toute sa symbolique, du pain, la vigne, le vin, etc., qu'on retrouve aussi Dans l'Évangile. Dans l'Évangile, bien sûr. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les populations sont sédentarisées, urbanisées majoritairement, 80%, et donc ont délégué l'alimentation à d'autres. Et 90% ou 95% de la population a confié l'acte de nourrir à 5% de la population, les agriculteurs, les producteurs de céréales, d'élevage, de tout ce que l'on veut. Vous vous rendez compte de cette responsabilité? Et je lisais hier un article qui disait ceux qui produisent de l'alimentation pour nous nourrir ne vivent pas des produits qu'ils vendent. C'est toute la question de la valeur du sol qui produit et de l'alimentation que l'on produit. Les cultures que l'on fait, les animaux que l'on élève, c'est le fruit du travail des hommes, hein, le fruit de la terre et du travail des hommes, n'est-ce pas? Et ça a une valeur. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Quand je discutais avec la personne qui m'a accueilli tout à l'heure, je suis allée acheter du persil dans mon supermarché, dont je ne dirai pas le nom. Il était espagnol. J'ai cherché du basilic, il était kényan. Comment reconnaît-on le travail de ceux qui, juste à côté, nos voisins, travaillent? La valeur de l'alimentation, c'est quelque chose qui est au cœur de beaucoup de débats. C'est la relation entre les producteurs, les industriels, les distributeurs et les consommateurs qui, en cherchant toujours le moins cher, ou plutôt des distributeurs en disant toujours « venez chez moi, c'est moins cher », banalisent, avilissent d'une certaine façon la capacité de produire, le travail et la fragilité que ça représente. Donc ça aussi, acheter des produits au juste prix, quand on en parlait tout à l'heure aussi, c'est reconnaître le travail de ceux à qui on a délégué la capacité de produire et de nous nourrir. Le citoyen, le croyant peut-être, le citoyen comprend tout ça, mais le consommateur, lui, il est devant un problème, une vraie question quand il est dans les rayons et il va choisir le moins cher. Alors là aussi, je ne suis pas sûre qu'il le basilic qui vient du Kenya soit moins cher que le basilic. C'est pas sûr. Et puis bon, il a une empreinte carbone qui n'est pas bonne non plus. Je pense on est d'accord, mais oui, mais là aussi, qu'est-ce qui est prioritaire dans la vie? Qu'est-ce qui est prioritaire? Moi, je regarde les abonnements aux plateformes Netflix. Sur les 5 dernières années, l'abonnement Netflix, je ne suis pas abonné, a augmenté de 25%. L'alimentation n'a pas augmenté autant que ça. Il n'y a pas moins d'abonnés à Netflix, il n'y a pas moins d'abonnés à Disney Channel. Pardon. Oui. Se nourrir, ça devrait être... Mais on dépense de moins en moins pour se nourrir, justement. Exactement, et c'est bien ça qui est préoccupant. C'est-à-dire que cette espèce de fuite en avant, de dire vous pouvez toujours vous nourrir moins cher et mieux, puisque les normes ont fait qu'on produit de mieux en mieux, avec plus de normes, plus de bien-être animal, plus de respect de normes environnementales de tous ordres, et il faut produire moins cher. C'est un dilemme, c'est aussi pour ça que l'agriculture française souffre et disparaît, parce que d'autres produisent sans les normes et sont sur nos étals. Et donc la prise de conscience et la réconciliation entre le consommateur et le citoyen, elle est extrêmement importante. On nous dit que les jeunes sont plus sensibles à ça, je l'espère. Alors dans les 2 minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on pense aux 95%, c'est votre chiffre,
de personnes qui consomment ce que les 5% ont produit, pour leur donner un peu d'espoir sur l'avenir de cette agriculture. Où est-ce qu'on peut aller de manière, je dirais, que peut faire chacun aussi, le consommateur, le producteur, pour que cette agriculture ait un avenir? D'abord, je veux dire que certes, l'agriculture va de crise en crise, vous l'avez dit dans votre propos liminaire, mais il y a aussi des réussites en agriculture. Il y a des agriculteurs qui réussissent, Dieu merci, heureusement. Il y a des jeunes aujourd'hui dans les écoles d'agriculture qui ont envie d'être agriculteurs. Les métiers du vivant, ils attirent, il y a beaucoup de métiers. Il y a des jeunes qui viennent vers ces métiers-là. On a besoin de bras dans la production agricole, dans la transformation. C'est nécessaire. Je pense que le dialogue et la compréhension est quelque chose d'essentiel aussi. Accepter que l'agriculture française évolue, utilise des robots, utilise des machines plus sophistiquées et recourt à l'intelligence artificielle. Le progrès, c'est pas le diable. Le progrès, il est partout dans nos vies. Et quand il s'agit d'agriculture, il y a des craintes davantage que dans d'autres secteurs. Et puis surtout la pédagogie du produit. Pour produire une carotte, une fraise, un steak, une côte de porc, il faut du temps. Il faut de la mobilisation, il faut du savoir-faire, et donc ça a de la valeur. Et donc reconnaître que acheter des produits locaux, français, c'est aussi consolider l'agriculture et ceux qui la font. Et puis moi je connais beaucoup de jeunes étudiants, apprentis, on en a dans notre exploitation, qui sont passionnés d'agriculture et qui auraient envie qu'on en parle un petit peu plus positivement. Donc il faut résoudre les problèmes, il y en a, ça c'est les ministères qui doivent le faire. C'est ce que vous avez essayé de faire, donc ça c'est bien. Julien de Normandie, même question, message peut-être d'espoir pour... ceux qui nous écoutent. Moi, je pense que d'abord, on a un récit collectif vis-à-vis du rôle de cette alimentation, vis-à-vis du rôle de nos agriculteurs, vis-à-vis du rôle de nos terroirs et de nos sols. Ce récit collectif, il est très important. On a une responsabilité collégiale qui va de l'éducation jusqu'aux politiques aujourd'hui. Et puis après, il y a un deuxième volet, pour répondre à votre question précisément. Ceux qui nous écoutent, vous votez 3 fois par jour, au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, comme on dit dans les campagnes. Vous votez 3 fois par jour. Et oui, on peut, et d'ailleurs, ça le résume bien, on a commencé cette émission, vous interrogiez sur comment aller plus vite dans la prise en compte des transitions agroécologiques, et vous terminez en disant, oui, mais en fait, on ne peut pas se les payer. Vous voyez, cette cohabitation des contraires, le monde agricole y est confronté. Et moi, je pense qu'il faut vraiment... dire, bah oui, on doit payer l'alimentation à sa juste valeur, à son juste prix. Et probablement, on ne la paye pas assez cher aujourd'hui. Mais pour prendre soin des plus fragiles, on doit mettre en place des politiques sociales à côté, mais ça ne peut pas être les agriculteurs qui financent le pouvoir d'achat des Français. Et donc voilà, il faut ce soutien économique aux agriculteurs et social aux plus fragiles d'entre nous. Merci à tous les deux pour cette conversation très riche sur non pas le modèle agricole, mais les agriculteurs, les agricultures et leur futur, puis le rôle aussi de la foi. Merci de nous avoir suivis sur KTO dans cette émission En débat.